Bonjour à tous, ici Adrien Meyers de la rue, et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler de cinéma de super-héros. Le genre cinéma de super-héros est un genre qui connaît son apogée aujourd'hui. Après la descente aux enfers des genres du western et du péplum, il était difficile pour les producteurs de trouver un nouvel angle d'accroche pour intéresser le public. Avec la reconnaissance des comics et l'intérêt du jeune lecteur pour ces comics, il a vite été montré que le genre était une poule aux œufs d'or à utiliser commercialement pour intéresser les spectateurs. Les deux grands mastodontes s'affrontent donc dans un duel à mort, parfois entrecoupé de certains films indépendants. Nous sommes en période estivale et j'ai choisi le seul été où il n'y a absolument aucun blockbuster super-héroïque à se mettre sous la dent, si ce n'est Suicide Squad, pour vous parler du genre super-héroïque. Commençons tout de suite cette liste de 10 films de super-héros à voir. Spider-Man de Sam Raimi, premier du nom, est mon premier film de super-héros qui m'avait terrifié à l'époque. Spider-Man 2 est pour moi le même en mieux. Le méchant de ce film est Dr Octopus, encore un savant fou dépassé par sa création, mais Sam Raimi en a fait un personnage bien plus viscéral, bien plus intéressant, bien plus fascinant. Et toute sa schizophrénie est montrée dans le film. Pour moi, tout ce qui fait l'intérêt de Spider-Man, c'est que Spider-Man est pour moi un héros qui n'est pas simplement un héros de fiction. Playboy multimilliardaire qui, suite au meurtre de ses parents, décide de devenir un super-héros, ça n'arriverait pas, sauf pour certains excentriques. Or, Spider-Man est pour moi un exemple tout à fait plausible et intéressant de ce que peut être le super-héros aujourd'hui. Dépassé par les événements, et en face très souvent à des dilemmes concernant sa vie personnelle. Et Spider-Man 2 le montre très bien. Quand Spider-Man perd ses pouvoirs parce qu'il a des problèmes personnels, c'est une manière de montrer que le blocage des super-héros est un blocage aussi humain. Et on n'a pas besoin forcément d'avoir un super méchant face à soi pour se retrouver confronté au problème. Spider-Man 2, de par la démonstration de la faiblesse de Peter Parker, rend le film intéressant. Porter le costume de Spider-Man ne suffit pas à faire quelqu'un de bien, il faut quelqu'un de bien à l'intérieur. Et ce quelqu'un de bien, c'est Peter Parker, qui n'est pas quelqu'un de bien en soi, mais quelqu'un avec ses doutes et ses questionnements. Et donc Spider-Man 2, pour moi, c'est la quintessence de ça. C'est à la fois la quintessence de l'effroi, avec le personnage de Dr Octopus, qui a toute une scène dans l'hôpital qui est effrayante, mais qui en même temps est un personnage absolument complexe, qui n'est pas du tout un méchant classique de comics qui veut la destruction du monde, mais quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, quelqu'un qui a été rejeté, quelqu'un qui a vu tout s'effondrer par la faute, croit-il, de Spider-Man. C'est aussi le cas du traitement dans le film du personnage d'Harry Osborn, meilleur ami de Spider-Man, qui est convaincu que Spider-Man a tué son père, le bouffon vert, dans le premier film, quand Harry Osborn découvre le poteau rose et découvre que Peter Parker est Spider-Man. La scène est monumentale, et tout l'intérêt de ce film, c'est les relations entre les personnages plus que les scènes d'action en elles-mêmes, même si techniquement le film est absolument parfait. Spider-Man 2 est un de ces films qui sont absolument à voir pour comprendre le genre super-héroïque d'aujourd'hui. La raison d'être de Spider-Man 2 et d'autres films, c'est qu'ils ont été le vecteur du cinéma super-héroïque d'aujourd'hui. Et la raison pour laquelle Marvel a autant d'avance, c'est aussi de par l'intérêt des spectateurs pour ce genre de film. J'aime beaucoup le premier Batman de Tim Burton, c'est un très bon film, mais pour moi ce n'est pas tant un film de super-héros qu'un film sur un méchant. Je trouve finalement que Batman dans le film est assez mis à l'écart comparé au Joker. D'un point de vue personnel, non seulement je préfère Batman le défi, mais je trouve qu'il répond plus à ce que j'attends d'un film de super-héros. On voit enfin Batman tel qu'il est, un homme torturé. C'est un film qui était finalement plus sombre et plus déprimant. C'est ça qui m'a toujours intéressé chez Tim Burton. Batman le défi est sans doute son film le plus sombre, et c'est, je pense, un de mes films préférés du réalisateur. Évidemment, visuellement, c'est magnifique. Tout le costume de Catwoman rapiécé, mis en miettes, comme l'était la poupée salie de l'étrange Joël de Mr. Jack. Tim Burton se fait beaucoup référence à lui-même, il a un genre gothique très prononcé, et qui est présent et fascinant dans Batman le défi. C'est aussi pour ça que c'est un de mes films préférés. Je trouvais finalement que le premier Batman avait moins ce genre gothique. Le personnage de Catwoman interprété par Michelle Pfeiffer est fascinant. Sa dualité est très intéressante, et nous avons ici un vrai parallèle avec Batman, de par sa relation d'amour-haine avec lui. C'est un film qui finalement contient très peu de scènes d'action et qui vaut plus dans les relations entre personnages. Et c'est ça qui est fascinant en fait dans ce film, c'est que c'est un film de super-héros en lui-même, mais c'est aussi un vrai film d'auteur. Le côté manichéen qu'on peut voir dans beaucoup de films de super-héros, et qu'on pouvait voir, je trouve, dans le premier Batman, n'est pas présent ici. On est autant ému par le personnage du pingouin que par le personnage de Batman. Quand le personnage de Batman se voit rappeler la mort de ses parents, on a de la peine pour lui, mais on a aussi de la peine pour Catwoman. Quand Max Schreck la pousse de l'immeuble et qu'elle se fait plus ou moins ressusciter par les chats,
Et enfin, pour ce qui est du personnage du pingouin, c'est un personnage qui est absolument émouvant. Et le fait qu'il tienne sa folie de l'abandon et de l'absence qu'il a eu de père et de mère dans sa vie montre encore une fois la fascination de Tim Burton pour les orphelins. C'est étrangement moins classique que le Batman de Tim Burton, sans doute que la présence du Joker dans le premier y est pour quelque chose. J'ai longtemps hésité à mettre Chronicle dans la liste. Ce n'est pas vraiment un film de super-héros en soi, il n'y a pas vraiment de héros dans Chronicle. C'est un film qui, en mon sens, est plus un drame avec des super-pouvoirs qu'un film de super-héros en lui-même. Mais j'ai absolument tenu à le mettre parce que je ne vois pas faire une vidéo sur les super-héros sans citer Chronicle. Chronicle, c'est un film qui est fascinant parce qu'il parle de la détresse. Je trouve que Chronicle est peut-être le film fantastique et de science-fiction traitant un petit peu du mythe du super-héros le plus réaliste qui soit. Le personnage de Dane DeHaan est ici fascinant. Un associat qui n'a pas vraiment de lien affectif avec les autres personnes, donc ça aurait pu commencer finalement comme Spider-Man et faire de lui un héros qui se révèle à la fin comme étant le héros qui sauve la ville. Mais le fait est que Chronicle, de par notamment l'utilisation du found footage qui est ici très bien utilisé, c'est un film qui se veut réaliste et cela fonctionne vraiment dans le film. Personnellement, je crois tout à fait, je me sens très très proche du personnage de Dane DeHaan et je crois tout à fait à ce qui lui arrive durant le film. Je suis absolument convaincu qu'une personne qui a cette faiblesse psychologique, le fait qu'il soit battu par son père, le fait qu'il soit rejeté par ses camarades, qu'il y soit habitué, et le fait qu'enfin, grâce à ses pouvoirs, il puisse se montrer autre chose qu'un loser et avoir l'intérêt des gens, fait qu'à partir du moment où il a le pouvoir, le personnage change, devient finalement plus sûr de lui, mais il ne connaît pas la frontière entre le bien et le mal. L'intérêt ici, c'est que les autres personnages qui n'ont aucun problème social savent très bien où est la frontière. Mais lui, Dane DeHaan, qui enfin a tout le potentiel, n'a finalement d'autre choix que de ne pas réussir à le maîtriser et de tout gâcher en allant tuer des gens sur la route, notamment. Il y a une scène absolument effrayante d'un camionneur qui l'énerve et qui finalement, simplement grâce à ses pouvoirs télékinésiques, le personnage va le pousser dans le ravin. Et lui trouve ça tout à fait normal, il sait même pas que c'est un problème en lui-même. Visuellement c'est absolument magnifique, je pense notamment à quelques scènes comme la scène de l'araignée où Dane DeHaan écarte les pattes de l'araignée jusqu'à les séparer du corps de l'araignée. C'est un film qui a le défaut d'arriver trop tard. Que le film aurait bien me fait sortir plus tôt. C'est un film qui je trouve est assez subtil en fait, Superman Returns, dans l'alchimie entre les personnages. Je me souviens d'une scène par exemple où le personnage de Clark Kent, Superman, qui est donc joué par Brandon Routh, en mode Clark Kent, donc avec ses lunettes, se retrouve face à une télévision où on passe des exploits de Superman, et le petit enfant regarde la télévision et regarde Clark Kent d'un bouche bée, et on pense vraiment qu'il va dire vous êtes Superman, mais non, pas du tout, la scène s'arrête plus ou moins là. Beaucoup de choses sont dans le regard, notamment dans l'alchimie entre Superman et Lois Lane. On va pas avoir de scène de baiser langoureux, il va tout juste la faire voler en référence à Superman 1, mais cela s'arrête là. En fait, c'est un film qui, pour moi, jugé en lui-même, est très bon, et c'est dommage qu'il arrive aussi tard. Brandon Routh est très convaincant. Kevin Spacey fait un personnage merveilleux. C'est un rôle qu'on ne cite jamais, Kevin Spacey, alors que je trouve que c'est pas du tout son plus mauvais rôle, et qu'il y est au contraire vraiment très bon, et je le trouve vraiment aussi bon que d'habitude, voire meilleur. Le score musical est fabuleux, c'est vraiment des références aux musiques de Superman telles qu'elles étaient dans les films donc composés par John Williams. C'est un film qui contient énormément de moments de grâce, qui ose mettre son super-héros vraiment en péril. Superman, moi, à beaucoup de moments du film, j'ai vraiment cru qu'il allait y rester. Notamment la séquence où il plonge dans l'eau, poignardé par la kryptonite de Lex Luthor. Je trouve qu'il y a beaucoup de scènes comme ça qui sont d'une très forte intensité dramatique, et je trouve ça donc très dommage, en ce sens que Superman Returns soit à ce point à l'écart des autres, alors que je trouve que c'est un film qui est très intéressant, qui arrive juste trop tard. J'ai rien contre les X-Men 1, 2, 3, c'est des films qui sont très intéressants, mais ça s'arrête là, notamment parce que je ne m'attache à absolument aucun des personnages. C'est un film qui finalement est très intéressant parce qu'il désacralise pas mal. Je pense notamment à la scène où Jennifer Lawrence, qui interprète Mystique, donc qui est plus ou moins, je crois qu'elle est plus ou moins ivre dans le film, et elle va désigner les mutants un par un en leur disant leurs noms, les noms tels qu'on les connaît, par exemple Professeur X ou Magneto. En quoi, en 2010, un personnage qui s'appelle Magneto
un méchant qui s'appelle Magneto va être crédible. Et je trouve que cette scène-là, c'est ça qu'elle veut dire finalement, c'est la désacralisation. Et je trouve que c'est le cas de beaucoup de choses du film, notamment dans le personnage du professeur X. Je trouve que c'est la première fois que Charles Xavier est convaincant, la première fois qu'il est crédible. Xavier est ici un personnage très humain, qui existe grâce à sa relation entre les autres X-Men, et pas seulement en tant que sage qui sait tout. Et ici, en fait, tout le personnage de Magneto est complètement réinventé, je trouve. Il y a un parallélisme très intéressant en fait qui est fait entre Magneto et Charles Xavier au début du film, qui montre à quel point finalement ces personnages ne pourront jamais cohabiter puisqu'ils viennent d'univers différents, alors que Charles Xavier est dans un univers d'opulence, alors qu'en face Magneto est en train de lutter contre les nazis, il voit sa mère se faire tuer sous ses yeux, et c'est là qu'il vraiment montre l'intensité de ses pouvoirs. Donc déjà là en l'occurrence, je trouve qu'on a vraiment une opposition intéressante qui est faite entre Xavier et Magneto. Tout le film en fait est intéressant aussi dans le sens où il revisite complètement l'histoire, notamment l'histoire de la crise des missiles de Cuba, où le film tente de nous expliquer de manière très convaincante en quoi cette crise serait finalement due aux mutants. Donc voilà, donc X-Men le commencement pour moi c'est le meilleur de la saga. Marvel's Avengers est un très bon film. Ça doit être notamment dû à la présence de Joss Whedon, qui est vraiment un scénariste, un réalisateur, notamment de séries, qui est très acclamé. Ce que je reproche à Marvel Studios, en fait, c'est des films qui, pour moi, viennent vraiment de la commande, qui n'ont qu'une simple logique commerciale sans volonté artistique. Je trouve que ça se voit notamment avec des films comme Ant-Man. Et je trouve que Marvel's Avengers a cette exception. Déjà, c'est un film qui est extrêmement fun. Si on accepte Iron Man, c'est un petit peu les débuts de Marvel dans l'humour. Et je trouve que c'est assez convaincant en fait, je trouve que les vannes de Marvel Avengers, c'est des vannes qui fonctionnent finalement très bien parce qu'elles se viennent à point nommé et qu'elles parasitent pas l'intrigue. En fait, les enjeux sont suffisamment peu importants pour qu'on puisse accepter qu'il y ait des vannes de temps en temps. Je trouve que les scènes d'action sont remarquablement bien filmées comme le reste et que le film est vraiment incarné par les acteurs formidables. Je n'aime pas du tout les 30 premières minutes du début du film. Chaque personnage était plus ou moins montré dans sa vie et je trouvais ça pas très intéressant. À partir du moment où ils se rassemblent, où ils commencent à discuter entre eux, où ils commencent à s'affronter, à plus ou moins s'affronter de manière plus ou moins ostentatoire ou à combattre ensemble, je trouve que c'est là que le film prend enfin son intérêt. Je trouve que Marvel's Avengers, c'est un film qui montre un film de groupe, qui montre une cohésion d'équipe, et ça fonctionne vachement bien en fait. Marvel's Avengers, il me semble, est leur plus gros succès commercial. Je sais plus combien Civil War a fait d'entrée, mais je crois qu'Avengers c'est le plus gros succès commercial. Et en fait, je suis très étonné que Marvel ne reproduise pas la formule. Elle essaie de la reproduire avec les autres films, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas compris que fondamentalement, ce qui était intéressant, c'était le groupe et les interactions. Et très étrangement, en fait, moi qui comprenais pas pourquoi dans Civil War, tout à coup les personnages se mettaient à se battre, alors que c'est très clair dans le comic par exemple, dans Marvel's Avengers, il y a une vraie scène de tension à un moment, et je trouve qu'en fait, cette scène de tension entre les personnages fonctionne vraiment très bien, et je trouve ça très étonnant que Civil War vienne pas tout de suite après, en fait, parce que c'est là que ça fonctionnait. Je reprochais pas mal de choses au premier Kick-Ass. Au niveau des scènes d'action, c'était vachement bien, vachement intéressant, mais je trouvais que la caractérisation des personnages était pas évidente. Et donc Kick-Ass 2 pour moi répare tout cela, c'est un film qui se focalise beaucoup sur ses personnages. Les scènes d'action sont intéressantes mais elles ne sont pas prédominantes. Je trouve que étrangement le personnage dont on a la voix off, qui est toujours le personnage de Dave, donc Kick-Ass, ici n'est pas du tout le personnage principal du film. Je trouve que c'est vraiment l'histoire d'Hit Girl et l'histoire en quoi cette Hit Girl va essayer de se trouver elle-même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a toute cette notion de masque qui est intéressante dans le film, où on a tous un masque que l'on porte dans notre vie. Cette petite fille, Mindy, porte le masque de Hit Girl, mais en fait c'est le contraire, c'est Hit Girl qui porte le masque de Mindy, et dans la plupart des scènes où Mindy est en difficulté, quand elle se regarde dans un miroir, c'est Hit Girl qu'elle voit. C'est un film qui est vraiment très intéressant parce qu'il montre que la dualité parfois n'est pas du tout celle qu'on croit. C'est intéressant de voir à quel point Hit Girl se sent rejetée dans cet univers hostile qu'est le lycée, qu'elle trouve univers qu'elle lit dans une ligne qu'elle le trouve beaucoup plus hostile que n'importe quel univers de mafia. Les difficultés finalement elles sont souvent d'ordre personnel et je trouve que c'est ce que Kick-Ass 2 montre bien, c'est que les malheurs qui peuvent sembler en fait hyper bénins à la face du monde sont en fait beaucoup plus difficiles à supporter que certains qu'on peut trouver tout à fait normal nous, alors que la face du monde trouve qu'ils sont épouvantables. Et ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est qu'il y a énormément de vannes en fait dans Kick-Ass 2, mais elles sont pas là pour la dédramatisation, elles sont là parce qu'elles sont partie intégrante du récit. Kick-Ass 2 c'est un délire, Kick-Ass 2 ne pourrait pas exister dans le monde réel, et c'est pour ça que je trouve dommage que Jim Carrey se soit détaché de la promotion sous prétexte que le film était trop violent.
Alors que justement le film est une fiction et qu'en plus le film montre bien les débordements de ce genre de mitraillage public. C'est un film qui a un délire du début à la fin et je trouve que c'est du nonsense de dire que le film promeut la violence, c'est un délire. En plus il la promeut même pas parce que pendant tout le film on voit que tous ceux qui comptent défier les flics et qui disent que les flics font pas leur travail et qui sont des super-héros, je veux dire Jim Carrey c'est celui qui incarne ça dans le film et putain il se fait bouffer quoi, enfin je veux dire c'est un film qui montre bien que c'est dangereux de raisonner comme ça, et je trouve ça vraiment bête qu'il soit vu autrement. Le problème avec Superman, c'est que c'est un personnage qui est tellement lumineux, dont les films précédents n'ont tellement montré aucun questionnement sur le rôle du héros et sur ce qu'il était, que c'était un choix vraiment hyper risqué. Moi je le trouve très assumé. Les gens ont détesté Man of Steel pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont détesté Man of Steel pour la mise en scène. On estime que la caméra qui tremble et des choses comme ça, c'est pas intéressant et ça dessert le film. Mais je suis pas du tout d'accord. Man of Steel a une caméra qui tremble mais reste qui a une action hyper lisible. Le film montre notamment Superman voler évidemment, et je trouve qu'on n'a jamais autant ressenti le vent qui flanque Superman. Je trouve pas que ce soit un défaut en soi que la caméra tremble. C'est un choix de réalisation. Zack Snyder estime que l'immersion passe par une caméra qui tremble et passe par une caméra finalement qui est à hauteur d'homme. Et je trouve que c'est dommage de dire que c'est un défaut en soi, c'est juste pas comme ça que les gens voient le cinéma, mais ça peut être. Je trouve que c'est une idée intéressante et c'est une idée d'auteur, surtout c'est ça qui me fascine moi. Et bah c'est aussi le cas du fond du film. Les gens ont reproché à Superman notamment de l'être trop sombre, et Superman est un alien, mais de par son éducation humaine, Superman est à même de se poser des questions. Et je trouve que ça c'est fascinant et que c'est en fait hyper réaliste, et c'est peut-être ça qui a dérangé les gens, c'est qu'en fait on est habitué à un Superman, Dieu au-dessus de tout, qui est gentil, qui est irréprochable. Superman tue Zod à la fin et c'est ce qui a beaucoup gêné, moi je trouve ça en fait hyper cohérent. Mais ici on sent que Superman, il fait ses choix, et il les fait en souffrant, donc c'est même pas un film qui est pro tuer les méchants, des choses comme ça, c'est un film qui se pose la question de savoir s'il faut le faire ou pas dans des situations de crise. Et je trouve que la réponse du film, elle est pas du tout ambiguë. Je veux dire, si on me dit que Superman avait raison de faire, si on me dit en sortant du film, bah tu vois Snyder il trouve que Superman a raison de tuer des gens donc c'est un pourri, bah déjà je leur dirais d'aller voir Batman contre Superman pour montrer que c'est plus compliqué que ça, mais aussi de se calmer un coup. Enfin, je veux dire, c'est les choix d'un personnage, c'est pas les choix du réalisateur. Et je trouve que Superman n'est pas du tout, et c'est ce qui est intéressant, il n'est pas du tout héroïsé dans ce film. Et c'est peut-être ça qui a gêné aussi. Je trouve que The Amazing Spider-Man 2, c'est un film qui a vraiment de l'intérêt, dans le sens où déjà niveau mise en scène, c'est un film qui est vachement original. C'est un film qui vient vraiment d'une mouvance très pop. Je trouve que niveau mise en scène, il y a vraiment une gestion de l'action avec la musique et les couleurs que j'ai rarement vu dans d'autres films. Je trouve que la relation entre Peter et Gwen, d'aucuns diront qu'elle est niaise. C'est peut-être un peu le cas, mais je trouve que c'est très réaliste. Mais moi, le film, il me fait rêver parce qu'il est réaliste. Il arrive à nous faire rêver de par les scènes d'action, qui je dis sont parfaitement coordonnées avec la musique. Notamment, le film est intéressant parce que c'est pas seulement un film qui est fun et qui est pop, c'est aussi une véritable tragédie. Je trouve qu'au niveau de la bande son, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il a réussi à retranscrire les émotions du personnage. Le personnage d'Electro notamment, qui au départ est seul et qui va se retrouver avec tout ce pouvoir-là. Et en fait, j'ai retrouvé un peu, je pense, dans The Amazing Spider-Man, ce que j'avais aimé dans Chronicle, ce côté tragédie, et ce côté que les plus grands méchants et les personnages qui font subir le plus de souffrance aux autres sont souvent ceux qui souffrent le plus. Notamment aussi au personnage de Harry Osborn, qui est le méchant du film, donc qui va devenir le bouffon vert, mais pas particulièrement parce qu'il est méchant ou parce qu'il veut détruire le monde. C'est parce que c'est un personnage qui lui a souffert, qui a été abandonné. Spider-Man, il demande à Spider-Man de lui tendre la main et Spider-Man refuse pour une raison que je trouve scénaristiquement qui est pas très intéressante. Il dit juste qu'il peut pas parce que ça pourrait y avoir des effets secondaires, alors que je pense pas qu'il puisse y en avoir, donc je comprends pas tellement le choix de Spider-Man en fait. Et le final, je veux dire, il m'a fait verser des larmes. On savait très bien que Gwen Stacy mourrait en fait, mais je trouve que la scène est d'une puissance incroyable. La scène de sa mort avec l'horloge et l'horloge qui se détruit est une scène d'une puissance incroyable, et je trouve que on dénie trop de choses à ce film. Je peux comprendre qu'on lui reproche les 2 dernières minutes où là Mark Webb il retombe un peu dans ses travers et Spider-Man il se remet peut-être un peu vite de la mort de Gwen, mais je vous rappelle qu'un Amazing Spider-Man 3 était prévu et qu'à la fin de Spider-Man 1 ça finissait dans la joie aussi, mais qu'il était retraumatisé dans le 2, donc c'était peut-être le même genre de structure scénaristique qui était prévue, mais bon, comme The Amazing Spider-Man 3 ne verra jamais le jour,
Il y a un vrai défaut dans le film que je veux bien reconnaître, c'est le montage. Et certaines scènes sont beaucoup trop longues, quasiment vulgaires en fait, en fonction, notamment dans le cadre des placements de la Justice League, et alors que des scènes par exemple comme les scènes du procès de Superman ou les scènes de création de Doomsday ont été mises à l'écart et je trouve ça vraiment dommage à ce niveau-là. Mais c'est le seul défaut du film, c'est vraiment bien joué déjà. Niveau mise en scène, c'est fascinant, je suis désolé, Zack Snyder, il fait des fresques, chacun des plans du film, c'est un putain de tableau. Il y a beaucoup de ralentis, mais c'est des ralentis qui sont esthétiques, c'est pas comme dans Deadpool, c'est des ralentis qui sont là pour une raison. On met des ralentis sur des plans magnifiques pour qu'on puisse mieux admirer le plan et pour aussi montrer des choses qui seraient invisibles à l'œil nu. Les gens font semblant d'y voir un message pro-NRA et tout ça, alors que, une fois de plus, c'est une fiction, c'est un film qui ne prend pas du tout parti. Et le personnage de Batman qui tue des gens dans le film n'est pas du tout héroïsé. Dans un film, on nous montre des personnages qui font des actions. Mais tant que ces personnages ne sont pas héroïsés, le film ne cautionne pas ces actions. Et je trouve que le film ne cautionne pas du tout les actions de Batman. Et je trouve que la fin du film où Batman dit à Wonder Woman qu'il rendra Superman dans la tombe fier, montre qu'en fait, oui, il est conscient lui-même qu'il a déconné et qu'il s'arrêtera de déconner. D'ailleurs, il marque pas Lex Luthor au fer rouge. Je peux comprendre qu'on vienne pas voir ça quand on va voir un film de super-héros, qu'on vienne avant tout s'éclater, et c'est vrai qu'on s'éclate pas beaucoup devant Batman contre Superman, qui est quand même très sombre malgré les caractères absolument épiques de ces scènes, et sa bande-son qui est absolument formidable. Qu'on lui nie certaines de ses qualités qui sont évidentes, je trouve que c'est un film, on peut pas nier qu'il est complexe, quoi. Est-ce qu'une seule fois, on s'est interrogé chez Marvel, à part dans Civil War où c'est un petit peu évoqué, sur les discussions massives et sur la place du héros dans le monde? Non, et Civil War il survole vachement ça, alors que Batman contre Superman c'est un film qui... il a ça en étendard, quoi. Donc c'est un film qui est fascinant, qui pose vraiment la question de ce que c'est qu'un héros. Il nous repose des questions de Watchmen, mais pour des personnages qui cette fois-ci sont des héros objectifs. Donc c'est un film qui est absolument fascinant, et notamment dans le traitement qu'il fait de Superman, qui finalement avait son autre raison de faire ce qu'il a fait dans Man of Steel. Même si c'est pas évident, c'est un film qui prend pas parti, et c'est ça que je trouve fascinant aussi. Les personnages prennent parti, mais pas le film. C'est au spectateur de savoir ce qu'il faut penser du film, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Maintenant, quand on voit les westerns spaghetti de Sergio Leone qui ont énormément marché, et qu'on voit certains films aussi comme True Grit des frères Coen qui sont très appréciés, on voit bien que le genre a encore un intérêt dans les spectateurs, mais seulement en tant que néo. Et les gars, vous voulez pas qu'on fasse tout pour que le cinéma de super-héros ait pas à devenir du néo-cinéma, et pas à devenir un genre qui est obligé de s'auto-parodier pour exister, parce que c'est ce qui est en train de se passer, hein. Ant-Man, c'est complètement une auto-parodie des autres films Marvel. Je préfère vraiment largement un film qui a une vision, même s'il y a des pro-NRS, ce qui n'est pas le cas ici, qu'un film qui a zéro vision et qui va pépère te raconter l'histoire de ses héros, quoi. Les films Marvel sont essentiels et les films Marvel sont vraiment des très bons films en soi, mais ça ne doit pas devenir les uniques films de super-héros. Les indépendants doivent toujours rester là, on doit toujours laisser libre choix aux indépendants. Il va falloir laisser la place. Il faut accepter que tout le monde n'a pas la même vision de super-héros. Et je pense que c'est cette différence qui est essentielle dans toujours le cinéma et dans tous les cinéphiles. Nous, cinéphiles, si on débat, si on est intéressé par un genre et par d'autres, c'est grâce à cette différence. Et c'est en pourrissant systématiquement un genre de l'autre qu'on va mettre fin à cette différence. Et donc il va falloir arrêter, je pense, maintenant. Pour l'instant, on va rester sur le rythme d'une grosse vidéo par mois. J'ai été très heureux de faire cette vidéo avec vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Laissez-moi un commentaire, je suis toujours ravi de vous lire. Quel qu'il soit, s'il est constructif, je répondrai vraiment à tout commentaire avec un grand plaisir. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Une petite mise à jour pour terminer. Je pense que vous avez dû voir que smallthings.fr ne présentait plus l'émission. Et ça, c'est pour la simple et bonne raison que je ne travaille plus pour smallthings.fr. J'ai quitté le site pour rejoindre un autre site. J'officie donc sur le site de l'autre côté de l'image en tant que Nemo Nobody, c'est mon nouveau nom de plume. Je vous laisserai de toute façon le lien de l'autre côté de l'image dans la description. J'espère que vous viendrez m'y voir, j'espère que vous viendrez discuter, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous une fois de plus. Quant à moi, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se revoit très vite pour une prochaine grosse vidéo.